Il est important que tout le monde s'active pour que l'on ait un pays avec un peuple beaucoup plus libre, un peuple qui s'exprime comme il veut, pour que le Sénégal, ou bien que les pays de l'Afrique aillent de l'avant. Nous sommes allés en prison. Quand je suis allé en prison, j'ai assisté, j'ai vu, j'ai d'abord été logé à la chambre 9, une chambre qui doit contenir normalement 50 personnes, qui en contient 207. D'autres chambres, les chambres sont pleines. La situation sanitaire, il y a l'insalubrité, il y a n'importe quoi. Il y a des jeunes qui sont là-bas qui attendent depuis plus de 7 ans, ils attendent d'être jugés. Ça pose le problème des longues détentions préventives, ça pose le problème des lenteurs judiciaires, parce que quand même, il est important que ces jeunes-là soient jugés. Peut-être que j'ai été malade, parce que je suis malade, j'appartiens à un mouvement, je suis un artiste plus ou moins célèbre, que la presse s'est mobilisée pour mon cas, que les mouvements se sont mobilisés. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui croupissent dans les prisons depuis plus de 10 ans, depuis plus de 7 ans, qui attendent d'être jugés. Et ces jeunes n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de mouvement qui porte leur parole beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Moi je pense qu'il est important de mener ensemble ceux qui s'activent dans le net, ceux qui s'activent dans les mouvements comme Y'en a marre, dans la société civile, ceux qui s'activent dans les partis politiques d'opposition comme au pouvoir. Tout le monde est interpellé. Parce que quand même, tant qu'on ne règle pas le problème du travail, le problème du chômage, beaucoup de problèmes quand ils ne sont pas réglés, on aura encore des jeunes en prison. Et il est important que les paroles soient libérées, que toutes ces choses soient dites, quel que soit le risque qu'on a. Sénégalais, nous, blogueurs, activistes, qui utilisons Facebook, Twitter et qui rédigeons tout simplement sur nos blogs et qui avons peut-être la chance d'être lus par l'international. Yes, le mouvement Y'en a marre a beaucoup quand même profité. Je parle sous le contrôle de Sophia qui s'occupe de ça, des réseaux sociaux, de la communication numérique dans Y'en a marre. Mais le mouvement aussi en a beaucoup souffert parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui ont été diffusées, qui ont été données sur le mouvement. Beaucoup de choses qui ont été dites sur le mouvement et qui sont totalement fausses. Que le mouvement est corrompu, que le mouvement travaille avec quoi, que le mouvement reçoit des fonds des Américains, le mouvement est manipulé par les Occidentaux, etc. etc. Ce que nous attendons des blogueurs et ceux qui travaillent dans le net, c'est vraiment de nous aider à faire connaître véritablement ce que le mouvement fait. Parce que, généralement, ce qui est montré sur le mouvement, c'est ce qui est spectaculaire. Malade est arrêté, c'est connu. Tchad a dit qu'Abdoulaye Wade, un vieillard de 90 ans qui ment, ne représente pas un vieillard, pour moi, n'est pas un exemple. C'est relayé. Mais quand Y'en a marre est sur le terrain, observatoire de la démocratie, bonne gouvernance, quand Y'en a marre n'est pas les quartiers, cela n'est pas connu. Quand Y'en a marre porte la bonne parole pour dire aux jeunes, soyez autonomes, soyez responsables. Quand Y'en a marre met en place des initiatives pour que les jeunes se prennent en charge, pour favoriser une autonomie financière dans les quartiers, pour créer de l'emploi, pour l'auto-emploi, etc., etc. Tout cela que nous faisons depuis des années, quand nous sensibilisons pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, ce travail n'est pas connu. Ce qui est connu, c'est ce qui est spectaculaire, c'est ce qui est sensationnel. Malal s'est battu avec Gaston, Kilifeu a parlé avec la femme de Ahmed Khalifa Niasse, etc., etc. S'il vous plaît, aidez-nous à faire connaître cela. Aidez-nous aussi à trouver des formules pour que peut-être même des personnes qui ne sont pas très alphabétisées, des jeunes de Guédiawaye qui aimeraient trouver une formule pour que le Sénégalais, le moins lettré, puisse connaître ce que nous sommes en train de faire. Parce que le travail médiatique est très important, la sensibilisation, la communication, et puis rendre la vérité, c'est-à-dire dire véritablement ce qui se passe.
Quand on dit quelque chose sur Y'en a marre, il est important que ceux qui donnent l'information aillent aussi vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Allez à côté de cela parce que j'étais très content le jour de mon procès. Quand il y a eu une discussion entre deux grandes personnes, quelqu'un disait oui, on doit l'emprisonner parce qu'il parle beaucoup. On dit l'autre est venu avec son téléphone, il avait filmé les choses que j'avais faites à Guédiawaye. Il dit qu'il ne fait pas que parler, il fait aussi des choses. Il nettoie le quartier, il installe des barils pour trier les déchets plastiques, etc. Moi je pense qu'à ce niveau, Y'en a marre aimerait bien travailler avec vous, collaborer avec vous pour quand même booster notre communication à ce niveau, pour que tout ce que nous faisons et qui n'est pas pour nous sortir. On se souvient tous de l'activiste qui a été arrêté, qui est membre de Y'en a marre. Demba, tu as 5 minutes pour nous faire un tour d'horizon de l'écosystème et des initiatives qui ont été lancées au niveau local par les blogueurs et les activistes sénégalais. Malal Almanitala, alias Malal, est extrêmement inspirante pour les jeunes que nous sommes. C'est un combat citoyen, c'est-à-dire que dans le fond, j'ai comme l'impression que j'entendais une nouvelle fois parler son Excellence Frans Timmermans tout à l'heure quand il disait que le combat il devait être poursuivi pour l'avenir de nos enfants. Tu en as parlé juste avant de me passer la parole par rapport à un combat assez récent que nous avons mené avec le mouvement Y'en a marre, disons, il y a eu la société civile qui s'est levée comme un seul homme pour un peu se liguer contre l'aliénation du littoral ouest-africain, plus précisément sur la corniche ouest de Dakar. Pour revenir très rapidement sur l'historique du mouvement, du réseau des blogueurs sénégalais, je pense qu'il y a eu, disons, depuis 2009, un peu plus tôt, on a eu de petits bourdonnements, de petits gazouillements des blogueurs, des micro-blogueurs sur Twitter, mais pas seulement, il y a eu Facebook avant, mais dès l'avènement de Twitter, on a vu qu'il y a eu des jeunes, des moins jeunes, mais surtout des jeunes qui ont très tôt adopté ce réseau social de microblogging et qui ont commencé à faire des tweets à gazouiller. Ils ont commencé à dire, peut-être pas forcément au début, des choses qui pouvaient être suivies par tout le monde, mais dès qu'on a commencé à prendre conscience, parce que je dis on, parce que j'en fais partie de cette génération-là qui a très tôt adopté les réseaux sociaux, on a commencé à prendre conscience de l'importance et de l'impact qu'on pouvait avoir quand il s'agissait de s'exprimer sur un outil aussi puissant, parce que c'est un outil extrêmement puissant qui nous a servi. Au début, on a parlé du hashtag Québétou. Et disons, le premier tweet date de 2010, je l'ai retrouvé dans les archives hier soir, je pense. Et jusque-là, on en est à un nombre assez impressionnant de tweets qui peuvent vraiment représenter, disons, la coloration sénégalaise, disons, le pool un peu du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique francophone, je vais dire. Après le hashtag Québétou, on est passé sur beaucoup de hashtags et ce sont des mots-clés, peut-être, bon, je doute qu'il y ait des gens qui connaissent pas comment on utilise les hashtags et le réseau social Twitter, mais c'est des mots-clés qu'on utilise pour essayer de fédérer un peu des auditoires, des fils d'actualité, et ça permet à des gens de pouvoir, même quand ils ne sont pas sur un même espace géographique, de pouvoir vraiment discuter, d'échanger, comme un peu ce qu'on est en train de faire actuellement dans Twitter avec le film qui est là et qui est lu un peu partout dans le monde. Il y a eu disons, le hashtag également Soumcause, qui a été un hashtag, disons, qui s'est orienté dès le début, disons, dès son avènement à la solidarité, au partage des valeurs qui sont des valeurs que nous portons vraiment très chères, parce que nous disons que si on a un outil puissant qu'on peut utiliser
rendre la vie de citoyen meilleure, eh bien on l'utilise sans pour autant avoir de limites, de barrières, parce que son Excellence Frans Timmermans l'a dit tout à l'heure, je l'ai retenu, que vraiment la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits, elle est instable, on ne peut pas nous arrêter. Et vu qu'on sait qu'on peut utiliser ce créneau-là pour sensibiliser les gens sur, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un petit enfant qui a des problèmes de santé et qui ne trouve pas, disons, ses parents ne trouvent pas un moyen de le soigner, on fait un appel à la communauté et les gens arrivent spontanément à organiser une aide, à organiser des élans de solidarité. Et je pense que ce sont des actions qui sont menées au quotidien sur les réseaux sociaux et qui méritent d'être relayées par nous tous, mais également par les journalistes, par la communauté internationale, parce que c'est quand même un exemple assez important qu'il faudrait pouvoir reproduire dans d'autres capitales. Et si on retourne un tout petit peu, mais pour clôturer, au jeu électoral de 2012, on a eu Sunu 2012, qui a été un peu le hashtag sur lequel la communauté internationale a suivi le Sénégal. Mais seconde après seconde, vu que les blogueurs étaient sur le terrain, n'avaient pas peur des grenades lacrymogènes ou de quoi que ce soit, n'hésitaient même pas à falsifier, bien, à se dégoter des fausses cartes de presse pour pouvoir aller couvrir l'information, pour pouvoir donner l'information à ces gens-là qui n'étaient pas sur place et qui n'étaient pas non plus sûrs que l'information qu'on leur donnait était vraiment objective et sans prise de parti. Parce qu'il y a également l'aspect, comment dire, de la responsabilité de ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Donc c'est un aspect qui est vraiment primordial quand on prend la parole sur les réseaux sociaux et on s'évertue à chaque fois de se conformer à ça et de trouver toujours des thèmes ou en tout cas des choses qui nous tiennent à cœur. Pour nous, qui est un espace qui permet aux sans-voix de pouvoir échanger sans intermédiaire, mais aussi qui permet à nos organisations qui menons des campagnes lorsque quelqu'un est menacé dans un pays, de pouvoir diffuser l'information à des temps records pour rallier le soutien des uns et des autres. Donc nous considérons ces réseaux sociaux comme des moyens importants pour renforcer la liberté d'expression. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons travaillé beaucoup sur les politiques pour faire en sorte que la liberté d'expression soit protégée davantage dans ce réseau. L'année dernière, nous avons publié ce qu'on appelle, on va partager avec vous, le droit de bloguer. C'est une politique qui, en quelque sorte, rappelle les principes fondamentaux qui régissent la liberté d'expression, mais aussi qui protège les blogueurs contre les ingérences indues, mais aussi qui leur permet aussi de connaître un peu leurs obligations vis-à-vis aussi du public. Au-delà de cette initiative, nous sommes en train aussi de travailler au niveau continental pour développer une déclaration continentale sur l'Internet. Nous avons estimé qu'il y a tellement de velléité de contrôler cet outil important qui est incontrôlable à notre sens, mais qui mérite aussi peut-être quelques lignes directrices. Donc, Activism travaille avec d'autres acteurs au niveau continental pour en fait renforcer au moins les mécanismes de protection et aussi produire quelques lignes. Depuis ce matin, nous avons lancé en quelque sorte le draft de cette déclaration qui est ouvert à consultation publique. Donc les uns et les autres pourraient commencer à donner leurs commentaires pour que dans quelques mois, ce draft soit finalisé. Donc nos collègues, probablement à travers votre réseau, vont partager ce draft qui, nous l'espérons, c'est une première en Afrique, mais qui pourrait aussi nous permettre de prendre les devants. Tout à l'heure, Aïcha a parlé de la Gambie, nous avons écouté tout à l'heure Malal par rapport au cas qui nous a tous vraiment alertés. C'est juste pour dire que la liberté d'expression n'est pas irréversible. Aujourd'hui, nous avons des acquis dans ce pays, au Sénégal. Je pense que tout le monde est unanime pour dire que la liberté d'expression est garantie. Mais il y a des poches
des restrictions. Lorsqu'on parle des droits des femmes, et j'étais content tout à l'heure quand j'ai entendu la plupart des personnes qui m'ont précédé en parler, il y a des sujets tabous dans ce pays. Et moi, je pense surtout la question de l'égalité des femmes qui mérite qu'on en parle et que ça soit un débat public. Il y a beaucoup de tabous autour de l'égalité et notamment des choix des femmes par rapport à la planification familiale, et donc il n'y a pas assez de débat public sur ça, et ça c'est important aussi pour nous en tant qu'organisation de défense des droits humains. Au-delà de cet espace, comme nous l'avons dit tout à l'heure au niveau du Sénégal, il y a aussi des problèmes dans la région, et je pense qu'avec le réseau, nous pouvons créer des maillages et faire des actes concertés pour aussi permettre aux organisations africaines de pouvoir élever leur voix pour dénoncer ce qui se passe au niveau du continent à travers les institutions africaines, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, pour que vraiment que les voix des jeunes, les voix des activistes soient entendues par les décideurs. Et je pense que ça c'est le maillon manquant et notre organisation pourrait contribuer à créer ce genre de plateforme pour renforcer ce lien entre société civile classique et aussi réseau des blogueurs et des utilisateurs de ces outils. Donc je pense que le débat va continuer, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais pour dire qu'on a besoin de ces solidarités, je suis très content de voir ce qui a été fait sur le cas de Sada Kamara en Gambie, et je vous dis que demain il va retourner, comme le disait Aïcha, devant la police, et ce sont ces choses qui se passent dans ce pays, jusqu'à épuiser les voix, et à la fin, soit ils prennent la voie de l'exil, ou bien ils se taisent à jamais. Donc l'expression doit continuer, et je pense qu'à travers ces réseaux, nous devons renforcer la vigilance, que ce soit au Sénégal, dans la sous-région, mais aussi faire en sorte qu'on crée des liens de solidarité pour dénoncer les injustices. Il est même excellent que les blogueurs, les activistes soient protégés par la législation, mais tout droit doit être assujetti à un ou des devoirs. La question que je me pose et que j'ai entendu cher en parler tantôt, c'est en fait jusqu'où? Quelle est la limite en fait des liens activistes? J'ai lu tantôt dans le fil une personne qui parlait du cas de Moustapha Cissé Lo. Ce sont les journalistes qui ont divulgué la vidéo qui a fait que ces maisons et ces biens ont été brûlés. Maintenant, quelle est la responsabilité des activistes dans leur poste? Il est bien d'avoir des droits, on peut avoir la liberté de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on pense, mais jusqu'où cela s'arrête, jusqu'où cela va, est-ce que cela doit être arrêté ou être encadré? Il y a un marabout qui disait que plus une voiture est forte, plus elle a de l'allure, plus elle a besoin de bons freins. Donc je pense qu'il est important de penser à cela, même s'il n'y a pas des restrictions dans la législation, toute personne en tant qu'humain, puisqu'on parle de droit, toute personne en tant qu'humain doit savoir, je pense, les limites pour ne pas causer de tort à son prochain ou à une institution. Moi je suis journaliste web et j'ai été la première à condamner cette histoire d'enregistrement. Et on se rend compte que depuis peut-être un an, depuis que l'affaire Tange a éclaté, les gens ils se plaisent à enregistrer les autres. Ce qui n'est pas normal. Et on le fait parce qu'il n'y a pas de législation. Ce n'est pas la faute des journalistes. On cherche... il y en a qui ont de l'éthique, il y en a qui n'en ont pas. Les journalistes en général, que ce soit de l'ère de Sénéweb, de mon site à moi, cette vidéo, ou bien de Sénégo ou n'importe quel autre site, ils cherchent tous à faire le buzz. Peu importe la façon de faire le buzz. Donc, les enregistrements, tant qu'il n'y aura pas une législation claire et nette par rapport à ça, les gens continueront d'enregistrer des conversations privées et de les divulguer, et ça créera pire que ce qui s'est passé avec Cissé Lo. Et tant que le problème n'est pas... Tant qu'il n'y a pas... Tant que ça... les conséquences ne seront pas... ne toucheront pas le maximum de personnes. On l'a fait à Touba, on a appelé les 3 maisons d'une personne. Il faut que ça se passe à Dakar et que les gens se réveillent, aillent au palais pour qu'on fasse une législation pour ça. L'activisme, le travail sur Internet nécessite des règles. C'est tout à l'heure mon avis par rapport au problème de fou malade.
Je suis bien d'accord que les gens puissent avoir la liberté d'expression, mais on ne peut pas avoir la liberté de dire n'importe quoi quand même, surtout devant des autorités, et la façon de le dire. Tout le monde est en train de dire oui, Keïta a dit pire que Foumalade et il lui est rien arrivé. Mais Keïta a eu une façon de le dire. Je suis désolée. Si on se limite juste à ce que la presse publie, on va dire que Foumalade a été impoli. Mais est-ce qu'il y en a qui ont regardé la vidéo? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a qui se font passer pour des policiers qui font du racket. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impoli? Il n'a pas dit vous êtes des corrompus, vous êtes des sales flics, ripoux, vous êtes des pourris. Comme certains le font. Il a dit certains se font passer. Les populations nous disent que certains se font passer pour des policiers, d'autant disent que c'est des policiers qui font du racket. Vous ne pouvez pas normal que le ministre qui est là lui dise bien prouver ce que tu dis. Normal. Non, au fait, non, c'est pas une question de prouver, c'est pas un dialogue au fait, parce qu'au fait, on n'est pas en train de polémiquer. Parce que dans ta phrase, au fait, ce que tu as dit, c'est qu'il y a une manière de dire. Moi, j'ai juste dit la manière dont il a dit. Est-ce que certains trouvent que c'est impoli? C'est juste ça en fait. Mais c'est pas. Après, il y a un débat, il n'aurait pas le dire devant un tel. Mais vous savez, quand on marche dans la rue et que les populations nous disent lis-moi sur une jamba, lis-moi mettez-le, et que l'autorité compétente est devant nous, qu'on ne le dise pas, on les lâche. On le dit dans les morceaux, on le dit dans les radios, on le dit à la télé. C'est à l'autorité compétente d'être plus mature, plus intelligent et dire venez nous expliquer exactement ce qui se passe. Et on amènera des jeunes de la rue qui vivent ça matin, midi, soir. Plein de gens ici ont vu des taxis donner de l'argent, ont vu des carabines donner de l'argent, ils disent rien. C'est ça le racket. Ce n'est pas impoli. C'est ça le racket. Point. Et honnêtement, dire que certains font du racket, c'est impoli. Bon, on est mort, on travaille à tu vois? C'est ça. Mais je l'ai dit dans une chanson. Mais honnêtement, j'ai trouvé Malal plus poli que jamais. Parce qu'il y avait l'autorité quand même. Mais ils ont voulu empêcher Malal de contrecarrer le petit frère d'un président qui faisait une campagne à Guédiawaye. Ils l'ont mis en prison. Ils voulaient l'empêcher voilà, liberté de parole, j'en parle même pas. Mais attends, marquons un grand coup, on le met en prison. Mais certains disent pire. Père Boucha, donc il faut arrêter Père Boucha pour les théâtres qu'il fait avec les costumes de policiers dans la rue. Il faut arrêter de voir dans tout ce que l'État fait un complot. Je sais. Comme je dis, après, on termine le coup. De toute façon, on n'est jamais d'accord. Merci pour l'invitation, cher. Je suis ravie d'honorer d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Yacine Diaye. Je suis diplômée en négociation internationale à l'Université de Provence. Et donc, juste après mes études, je suis revenue au Sénégal travailler. Et je travaille dans le domaine de la communication et de la production audiovisuelle. Je suis chez Cinica. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des leaders dans la sous-région en matière de production cinématographique et audiovisuelle. En termes de référence, nous avons produit le film Tay de Alain Gomis, qui a été primé étalon d'or des Sénégal au dernier FESPACO. Et nous faisons aussi beaucoup de pubs comme Tigo, Golima, CBAO, Tangalman, entre autres. Donc après, ma conviction est c'est bon. Ma conviction est que l'Afrique doit pouvoir je rallie parfaitement tous les arguments qui ont été dits jusqu'à présent. Et que donc, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle j'adhère parfaitement au programme, je dirais au sein de Sénégal qui s'appelle le court-métrage, qui est un programme de formation de jeunes au métier du cinéma. Et cette année, on a formé 10 jeunes au métier de réalisateur.
Le club de début a eu lieu le 13 mai dernier au Village des Arts en présence du directeur de la cinématographie du Sénégal, Esquimé Mort. Et cette année aussi, on a lancé la deuxième session qui est visible sur toutes les plateformes culturelles, notamment celle de l'EIF. Pour revenir à la sélection, vous allez faire un voyage? Oui, je vais faire un voyage. J'ai été sélectionnée par moi et l'initiative de Mali, le programme Mali Fellow, qui est un programme pour le leadership féminin en Afrique. C'est un programme qui vise à former les jeunes femmes dans les domaines du leadership, du lobbying et de l'advocacy. Donc chaque année, le programme sélectionne des jeunes femmes, 25 jeunes femmes. Cette année, nous sommes 26, issues de 24 nationalités. Donc, ce qui représente une véritable diversité africaine. Plus léger, on va parler de la Coupe du Monde. Quel est votre pronostic pour le match de demain? 2-0 pour les Pays-Bas. C'est la collectivité. L'Argentine, c'est quand même Messi, rien que Messi. Et chez nous, c'est quand même la collectivité des joueurs qui sont en train de démontrer qu'une équipe avec le talent des Néerlandais, avec la détermination des Néerlandais, peut gagner la Coupe du Monde. Et c'est plus ou moins la même chose. Par rapport à la liberté, oui. Est-ce que la liberté est là-bas encadrée ou c'est... Moi, je crois vraiment fortement dans la liberté d'expression et je crois que l'État doit se restreindre dans ce domaine-là. Chez nous, il y a une liberté quasi totale de l'expression. Des fois, ça donne des résultats assez durs, mais c'est le prix qu'on doit payer pour avoir cette liberté. Des fois, des gens ne sont pas très corrects dans les expressions les uns vis-à-vis des autres. Mais je préfère cette situation à une situation où l'État interviendrait dans la liberté d'expression.